En marchant, l'un des touristes regarde derrière lui et voit un petit nuage qui sort du cratère à quelques mètres de lui. Aucun son d'explosion, juste un petit nuage qui sort du cratère. Les touristes s'arrêtent pour le regarder et sentent pas vraiment en danger, mais quelques secondes plus tard, c'est une explosion de roches, de cendres et de vapeur qui se dirige vers eux à 100 km/h. Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo trouble où je vous parle de l'éruption volcanique de White Island en Nouvelle-Zélande. Ça s'est passé en décembre 2019 et ce qui est troublant avec cette histoire-là, c'est que le volcan est en fait une île située en bordure de la Nouvelle-Zélande et les personnes qui étaient sur l'île à ce moment-là, c'était seulement des touristes en vacances qui faisaient partie d'un tour guidé. J'ai connu cette histoire à partir du documentaire Netflix The Volcano Rescue from Waiakere, mais je trouvais qu'il manquait beaucoup d'informations, fait que je suis allée compléter les informations avec l'article sur lequel le documentaire a été basé, qui est un article de Alex Perry, The True Story of the White Island Eruption. Je vous en dis pas plus et on rentre dans l'histoire. Depuis 1990, le volcan Waiakere ou White Island en anglais est visité par des milliers de personnes à chaque année. Pour vous donner une idée, on parle d'environ 20 000 personnes par année. Pourquoi? Parce que c'est l'un des seuls volcans actifs au monde où que tu peux aller voir de très près, genre te déplacer et voir le cratère à quelques mètres de toi. Dans la haute saison, il peut y avoir jusqu'à 100 personnes par jour qui vont faire la visite guidée. La durée totale est d'environ 6 heures, juste parce que le volcan, entre autres, est situé à 50 km des côtes et se rendre en bateau, ça prend environ 1h30. Et là, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de l'éruption volcanique mortelle de Waiakere où plusieurs touristes se sont rendus et que leurs vies ont complètement changé en un instant. Comme je vous ai dit, la visite de White Island ou Waiakere, ça a toujours été un attrait touristique super populaire. Des gens de partout dans le monde réservaient pour avoir une visite guidée sur ce volcan-là. Et les deux méthodes principalement utilisées pour s'y rendre, c'était soit par bateau ou par hélicoptère. Et là, particulièrement cette journée du 9 décembre 2019, il y a plusieurs personnes partout dans le monde qui ont réservé leur visite. Il y en a qui venaient de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Chine, des États-Unis. Et il y en a entre autres qui venaient d'un bateau de croisière qui faisait une escale en Nouvelle-Zélande. Et il y avait comme choix d'activité d'aller faire cette visite guidée-là. Ce matin-là, le ciel était ensoleillé, c'était une belle journée chaude et les gens se préparaient à destination de Waiakere pour le premier départ à 9h30 le matin. Là, je vais vous donner un petit peu plus de contexte par rapport au volcan de White Island, qui est un stratovolcan. Là, je suis pas du tout une spécialiste des volcans, fait que je vais essayer de vous résumer ce que j'ai pu comprendre dans mes recherches. De ce que j'ai pu voir, c'est un volcan qui a rarement des coulées de lave. Et ça, c'est parce que la lave, elle est généralement riche en silice. Quand il y avait des éruptions, c'était plus des explosions de roches, de cendres qui sortaient du cratère. Vu que c'est un volcan qui est quand même près des côtes de la Nouvelle-Zélande et qui est considéré actif, ben, il était quand même surveillé pour voir justement s'il était à risque d'éruption. Il était entre autres équipé de caméras et de capteurs pour détecter des séismes, puis l'air et l'eau autour du volcan étaient assez testés régulièrement pour apprendre des informations de plus, voir l'état un peu du volcan. Suivant tous ces données-là, le volcan est classé de catégorie 0 à 5, 0 étant qu'il n'y a aucun risque, il n'y a pas de problème du tout, et 5 qui est en éruption majeure, qui est vraiment quelque chose de majeur là, qui se passe. Et les visites, eux, sont permises niveau 0, 1 et 2. On sait aussi que le volcan est passé de niveau 1 à niveau 2 à peu près 2 semaines avant l'éruption que je vous raconte aujourd'hui. Malgré le nombre de visiteurs élevés qu'il y a par année, c'est pas un volcan qui est sans risque, c'est pas une destination sans risque du tout. Premièrement, tu es sur une île volcanique à 50 km des côtes ou à 1h30 de bateau. Deuxièmement, ce qu'on retrouve sur l'île, en fait, c'est principalement le cratère du volcan parce que le reste est submergé dans l'eau. L'air est aussi rempli d'une très forte odeur et les jets de vapeur peuvent atteindre des températures comme 1200 degrés Celsius. Sur le volcan, en plus de faire la visite du volcan, on peut aussi faire la visite d'une mine de soufre, une ancienne mine de soufre des années 1930. Mais évidemment, c'est vraiment le cratère qui était l'attrait principal des touristes. Et là, comme je l'ai dit, le volcan était classé niveau 2. Les informations disaient à ce moment-là qu'il y avait eu quelques tremblements de terre autour du volcan, qu'il y avait des émissions de gaz de moyenne à élevée et que le volcan rentrait dans une phase plus active et qu'il était plus à risque d'être en éruption. Mais le matin du 9 décembre 2019, le premier bateau quitte quand même en direction de Waiakere, suivi de 2 autres bateaux environ à 1 heure d'intervalle. On va vraiment se concentrer dans l'histoire sur les 2 derniers bateaux, soit le deuxième bateau qui est le Phoenix et le troisième bateau, le dernier à partir, qui est Te Puya.
Et sinon, en même temps, il y avait aussi 2 visites faites par hélicoptère qui partaient à peu près en même temps. Et là, nous, on va vraiment se concentrer sur le deuxième hélicoptère qui était conduit par le pilote Brian, mais ça, on va y revenir plus tard. En se rendant au volcan, la mer était extrêmement agitée au point que plusieurs personnes, des dizaines de personnes en fait, avaient le mal de mer et ont même été malades. Sur chaque bateau, il y avait à peu près 2 groupes de visites, puis il y avait chacun 2 guides par groupe. Par exemple, dans le troisième bateau, le bateau Tepuya, il y avait 2 groupes, chacun lidé par 2 guides. Le premier groupe, la guide principale, c'est Kelsey Waghorn. C'est une jeune femme de 25 ans qui est une biologiste et elle était accompagnée de son collègue Jake Milbank, un guide apprenti qui avait 19 ans environ. Le deuxième groupe était dirigé par le guide Aiden Marshall. C'est un guide qui était rendu à sa 1111e visite sur le volcan. Et lui était accompagné de son assistant Tipen Mangi, je sais pas si je les prononce bien là, leur nom. Et lui, Tipen, ben, c'était quelqu'un qui était à ce travail-là depuis moins de 2 mois, qui était même pas censé se rendre sur le volcan cette journée-là, mais il a remplacé son collègue qui était indisponible. Et là, comme j'ai dit, avec les bateaux, il y avait aussi des hélicoptères, dont entre autres celui de Brian Depot. Et avec lui, il y avait 4 passagers et c'était la première fois, en fait, que Brian pouvait faire voyager des passagers seulement avec lui, qui avait, comme je sais pas, enfin reçu la certification ou qui pouvait être le pilote principal. Pendant la visite, les visiteurs devaient porter un casque et aussi avoir un appareil respiratoire parce que l'air était assez dangereuse pour qu'en forte concentration, on ait besoin d'un masque pour se protéger. En fait, pendant toute la visite, on sentait une forte odeur de sulfure dans l'air et les visiteurs se faisaient aussi remettre un petit bonbon qui pouvait comme téter pendant la visite et ça allait augmenter la production de salive pour les empêcher de trop avoir à tousser avec l'air qui était comme sec puis avec les produits chimiques dans l'air. Normalement, au travers des visites, on pouvait voir que le lac, qui était en fait le cratère, était toujours d'une eau bleue turquoise, mais la journée du 9 décembre, cette fois-là, le lac était blanc tellement qu'il y avait de vapeur qui sortait du lac. Et l'eau était tellement chaude qu'au sol, on pouvait voir à des endroits l'eau bouillir sur le sol. En voyant tout ça, il y avait quand même des touristes qui se posaient des questions, au guide parce qu'ils sentaient que c'était un environnement assez dangereux. Et ils ont appris que, dans le fond, les dernières éruptions qu'il y avait eu, il y en avait eu une en 2012, en 2013 et une en 2016. Fait que ça faisait environ 3 ans qu'il n'y avait pas eu d'éruption sur l'île. Et les guides étaient informés que le volcan est à un niveau 2 sur 5, mais l'échelle n'est pas extrêmement précise et le niveau 2 permet quand même de faire les visites. Et juste pour vous dire à quel point c'est pas précis, c'est qu'un niveau 2, tu peux faire une visite, puis oui, le volcan est un peu plus actif, mais le niveau 3, t'es déjà à une éruption considérée mineure, mais il y a quand même une éruption, t'sais. Les croyances populaires, c'était un peu comme si le volcan faisait attention de ne pas faire une éruption quand il y avait des gens sur l'île, parce que les dernières éruptions, comme je vous dis, c'était toujours passé soit la nuit ou quand il y avait personne sur l'île. Fait que je sais pas si les gens se sentaient un peu chanceux ou ils se disaient que des fois qu'il y avait une force surnaturelle qui les protégeait, mais clairement que cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné comme ça. Parmi les gens qui ont fait la visite cette journée-là, il y avait beaucoup de gens qui provenaient de la croisière Ovation of the Sea qui avaient décidé de faire cette excursion-là pendant la journée, pendant leur escale en Nouvelle-Zélande. De ce groupe-là qui provenait de la croisière, il y avait 24 Australiens qui étaient surtout des familles, 9 Américains, 2 Chinoises, 2 Anglais et un homme de la Malaisie. Lorsqu'ils se sont inscrits à la visite guidée, ils disent avoir été mis au courant que c'était un volcan actif, mais que quand ils lisaient les informations, c'était plus des informations comme quoi que c'était intéressant plutôt que dangereux. Mais là, avant de poursuivre, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, ça peut être juste un petit emoji, ça l'aide vraiment pour pousser la vidéo à plus de gens. Puis en même temps, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner aussi. Comme je vous ai dit, au début, il y avait 3 bateaux. Le premier, ça faisait déjà un bout qui avait fini leur visite, qui était déjà en route sur le retour. Le deuxième bateau, il était en train de repartir, là, il avait pas mal fini. Et le troisième bateau, ben, c'était rendu à eux de faire la visite. Donc là, c'était au tour des visiteurs du bateau Tepuya de faire leur visite. Ils se sont divisés en 2 groupes. Le premier groupe qui allait commencer la visite, c'était le groupe de Kelsey et le groupe de Aiden allait les suivre environ 10 minutes de délai. Le groupe de Kelsey est arrivé au sommet du cratère vers 14 h. Arrivé au sommet, il y avait seulement quelques minutes pour prendre des photos. Ils devaient aussi porter leur masque parce que l'air était extrêmement toxique à ce moment-là. Après avoir pris quelques photos, ils sont déjà retournés en direction du bord de l'eau assez rapidement. Et là, il y avait le groupe de Aiden qui les suivait de près, qui étaient eux en direction du cratère à ce moment-là. Et là, juste pour vous mettre un peu en contexte, le groupe de Aiden était composé de 2 familles de 4, 2 familles de 3,
un trio d'amis dans la trentaine et un duo, une mère et sa fille. Comme j'ai dit, le volcan est quand même équipé entre autres d'une caméra et la caméra prend une photo du volcan à chaque 10 minutes. Et à 14h10, on a vu une photo où on voit les 19 visiteurs et les 2 guides qui quittent le cratère et qui retournent vers l'eau, tous ensemble qui suivent à la queue leu. Mais ce qu'on voit aussi sur l'image, c'est une personne du groupe qui est de dos, qui fait face au volcan et qui pointe quelque chose au loin, un nuage de cendres qui sort du cratère. Et pour certains d'entre eux, cette photo-là, ça va être la dernière photo qu'on va avoir d'eux vivants. Au même moment, il y avait aussi Brian, le pilote d'hélicoptère, et ses 4 touristes qui venaient de faire la visite du cratère et qui étaient aussi en direction de reprendre l'hélicoptère, jusqu'au moment où un des 4 visiteurs se retourne et qui voit justement le nuage de poussière qui sort du cratère. Mais quelques secondes plus tard, c'est une explosion de cendres, de poussière, de roches, de vapeur qui se dirige dans les airs. C'est élevé à plus de 3 km de haut. J'étais composé de roches, de cendres, de gaz acide à plusieurs centaines de degrés Celsius et se déplaçait à plus de 100 km/h. Man. That's terrifying. You can't tell your mom. You can't tell your mom this happened. No. Man, look. Jeez. Au même moment, le capitaine du bateau, Tepuya, qui était encore lui sur le bateau, voit ça au loin, prend sa radio et crie à tout le monde d'évacuer, de courir le plus vite possible. Le premier groupe de Kelsey était environ à 500 mètres du bord de l'eau quand l'explosion est arrivée. Ils se sont mis à courir le plus vite qu'ils pouvaient vers le bord de l'eau, mais ils n'ont même pas eu le temps de se rendre que le nuage s'est mis à les engloutir. Quand le nuage est arrivé, ils voyaient plus rien, c'était complètement noir. Ils entendaient du bruit, les roches qui tombaient un peu partout, les gens qui criaient. Ils essayaient de trouver refuge derrière une roche, d'essayer de se protéger de la vapeur sur leur peau. Ils étaient pris dans ce nuage de cendres et de vapeur à plus de 200 degrés Celsius. Ils avaient une énorme difficulté à respirer. L'odeur de souffle leur brûlait la gorge, leur brûlait les poumons. Ils sentaient aussi leur peau brûler littéralement. Mais tout ce que je vous raconte, c'est une fraction de ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. Les visiteurs sur le bateau Phoenix, eux, étaient déjà hors du volcan sur le bateau, mais étaient quand même proches parce qu'ils continuaient de faire une petite visite autour en bateau. Et c'est avec une des vidéos d'un des touristes sur ce bateau-là qu'on a pu voir l'ampleur de l'explosion du volcan. On voit le nuage grossir au point qu'on voit même plus l'île, on voit même plus le volcan. Il est complètement englobé par le nuage de poussière, par l'explosion. Les 4 passagers d'hélicoptère et le pilote Brian, eux, étaient environ à 300 mètres, vraiment pas très loin de leur hélicoptère, mais ils étaient encore là beaucoup plus proches de l'eau. Fait qu'ils se sont mis à courir vers l'eau le plus vite possible. Il y en a 2 des passagers et le pilote qui ont réussi à se rendre à temps à l'eau, qui ont plongé sous l'eau carrément et qui ont vu le nuage de poussière passer en haut d'eux, puis ça a fait en sorte que sous l'eau, ils voyaient plus rien, que c'était complètement noir. C'est après environ 2 minutes que le nuage de poussière s'est mis à se dissiper et ils ont pu voir quelques rayons de soleil à travers la poussière et c'est là qu'ils ont remonté à la surface. L'eau autour d'eux était complètement recouverte de poussière jaune et puait l'odeur de sulfure. 2 minutes, c'est le temps que l'éruption a duré. Ça, c'est 120 secondes. En 120 secondes, la vie de toutes ces personnes-là ont complètement changé. Lorsque la lumière est revenue, que les rayons de soleil sont revenus, Kelsey a crié à son groupe de se diriger vers le bateau le plus vite possible. Et grâce à l'adrénaline, sur le coup de l'adrénaline, son équipe, son groupe a été capable de se rendre jusqu'au bateau, malgré des brûlures au 3e degré. Après que le nuage de poussière s'est dissipé, le bateau Phoenix s'est rapproché de l'île du volcan pour voir les dégâts. Et c'est là qu'ils ont vu que l'hélicoptère de Brian était carrément à l'extérieur. Il avait été repoussé hors de son plateau d'atterrissage et que les hélices avaient comme fondu, qui avaient plié sous l'effet de la chaleur. Ça vous montre à quel point la température du nuage était élevée. Les gens avaient des brûlures de 45% de leur corps jusqu'à presque 100% de leur corps. L'équipe du bateau Phoenix est allée au secours du groupe de Kelsey et ils les ont tous ramenés sur leur bateau pour les ramener au continent se faire traiter parce qu'on voyait
qui était vraiment brûlé. Mais le capitaine du bateau Phoenix et quelques membres de son équipage ont décidé de, eux, aller sur l'île et essayer d'aller trouver d'autres survivants. Peut-être des survivants du groupe de Hayden, entre autres. À ce moment-là, il restait encore 21 personnes sur l'île parce que les 4 passagers et le pilote ont aussi été ramenés par bateau sur le bateau Phoenix. Fait qu'il restait vraiment seulement le groupe de Hayden. Quand le capitaine du bateau Phoenix et son équipage sont arrivés sur le volcan à la recherche d'autres survivants, ils ont eu la choquante découverte de voir seulement une personne marcher vers eux. C'était Jesse Langford, un homme de 19 ans. Il était complètement brûlé, ses cheveux, son visage, sa peau, ses mains, ses bras, ses jambes, ses pieds, tout était complètement brûlé. Et lui, Jesse, était allé visiter l'île avec son père, sa mère et sa sœur. Malheureusement, ça va être le seul survivant de sa famille. Comme il était à première vue le seul survivant, le capitaine du bateau Phoenix et son équipage l'ont mis sur le bateau Tepuya en direction du continent pour qu'il aille se faire soigner le plus vite possible parce que clairement c'était la personne en pire condition à ce moment-là. Mais le capitaine est quand même resté sur place pour essayer de voir s'il n'y avait pas d'autres gens qui avaient besoin d'aide, qui étaient encore vivants. Malgré que le volcan est environ à 50 km des côtes, on le voit quand même très bien du côté de la Nouvelle-Zélande. Fait que dès qu'il y a eu l'explosion, plusieurs personnes se sont mis à appeler la police et les gardes côtières pour les prévenir de l'éruption. Des équipes de secours de la garde côtière ont été dépêchées, mais comme je vous rappelle, c'est environ 1h30 juste se rendre sur le volcan en bateau. Du côté des hélicoptères ambulances, eux, ils étaient un peu placés plus au nord de l'île et le volcan est placé plus au sud, fait qu'il était environ à 1 heure de distance d'hélicoptère pour pouvoir se rendre au volcan. Mais par chance, ailleurs sur l'île, au même moment, il y a le pilote d'hélicoptère Mark Law, qui est un collègue de Brian, qui a vu l'éruption, qui a tout de suite appelé la compagnie pour laquelle il travaille, qui est Volcanic Air, et qui s'est informé sur est-ce qu'il y avait des gens qui étaient allés sur le volcan, est-ce qu'il y avait de ses collègues qui étaient allés, et c'est là qu'il a appris que son collègue Brian était allé et un autre de ses collègues. Mais comme je dis, le premier vol, lui, on n'en a pas trop parlé, c'est parce qu'ils sont repartis assez tôt du volcan, fait qu'ils n'ont pas eu de problème. Mais il a appris que son collègue Brian était encore sur le volcan au moment de l'éruption. Fait qu'il décide d'aller à leur secours, il appelle 2 autres pilotes d'hélicoptère pour les avoir comme renfort et il décide de partir à 3, voir s'il y avait d'autres survivants, voir s'ils pouvaient les aider. Et au même moment, il y a aussi un autre pilote d'avion, cette fois-ci pas d'hélicoptère, d'avion, et ce pilote-là, il s'appelle John Funnell. Lui, il était en train de faire un cours avec un élève, là, un cours d'avion, et c'est là qu'il a vu, à ce moment-là, il a vu l'éruption, et lui, il a été super vif d'esprit parce qu'il a tout de suite allumé que les gens sur l'île, sur le volcan, n'ont pas accès au système de radio ou au système de réseau cellulaire, fait qu'il allait pas pouvoir communiquer avec personne, fait qu'il a appelé Mark, l'autre pilote d'avion que je viens de vous parler, pour se proposer. Il a dit « Hey, moi, je vais aller tourner autour de l'île avec mon avion, puis je vais vous transmettre les messages que je reçois du continent, puis je vais vous les transmettre en communication radio pendant que vous allez être sur l'île. » Fait comme ça faisait que les pilotes d'hélicoptère, pendant qu'ils essayaient d'aider les survivants, ils allaient avoir quand même accès à l'information qui se passe sur l'île, qu'est-ce qui se passe, sont où les secours, puis avoir une communication. Mais là, je vous rappelle, c'est pas l'équipe de secours officielle, c'est juste des gens qui ont soit accès à un hélicoptère, un avion, puis qui décident de prendre leur courage à 2 mains puis d'aller essayer d'aider leurs collègues et les survivants. Fait que c'est entre 2h50 et 3h05 que les 3 pilotes d'hélicoptère sont partis en direction de White Island, soit environ 40 minutes après l'éruption. Et c'est environ à 3h12, soit 1 heure après l'éruption, que le pilote d'avion Mark Law se pose sur le volcan et commence à aller voir s'il y a des survivants. Dès qu'il atterrit, il remarque que l'air, elle est complètement acide, que ça va complètement détruire ou abîmer en fait son hélicoptère, mais il s'en fout, c'est une question de vie ou de mort. Il se met à courir, à essayer de trouver des gens en criant qu'il y a quelqu'un qui est là, qui les cherche et que l'aide s'en vient. Il raconte qu'arrivé auprès des touristes, il remarque à quel point leur peau était brûlée. C'était brûlé au 3e degré au point que leur peau était complètement noire. Une partie des gens étaient inconscients, voire déjà mortes. Et l'autre partie faisait juste demander de l'eau et gémissait de douleur. Et leur visage était tellement brûlé qu'il était complètement méconnaissable. L'hypothèse de ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il suppose que quand le nuage est arrivé, comme j'ai dit au début, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas eu de bruit d'explosion. Fait qu'il y a un touriste qui s'est tourné, qui l'a vu
Et là, tout le monde se sont mis à le regarder, prendre des photos, prendre des vidéos, en n'étant pas conscient que derrière ce nuage de cendres, il y avait un énorme jet horizontal de roches et de vapeur d'acide. Et la plupart des gens étaient brûlés du côté face, ce qui confirme qu'ils étaient en train de regarder le cratère quand l'explosion est arrivée face à eux. C'était tellement puissant que certaines personnes avaient même des blessures internes. Il y avait même un homme qui lui manquait une partie de la tête, probablement due à une roche qui lui était tombée dessus. On pouvait aussi voir que plusieurs personnes avaient essayé de porter secours à d'autres, qu'il y avait des masques à gaz qui avaient été déposés sur le visage de certaines personnes inconscientes. On voyait des traces de pas de gens qui avaient rebroussé chemin, probablement pour aller essayer d'aider les autres. Mais comme je dis, le seul qui a réussi à se déplacer puis à se rendre jusqu'au bord de l'eau, c'est Jesse Langford. À ce point-ci, je vous rappelle que les 3 pilotes d'avion sont sur le volcan en train d'essayer de trouver des survivants et de leur porter secours le temps que la vraie équipe de secouristes arrive. Après environ 15 minutes sur place, ils se disent que l'équipe de secours devrait arriver d'ici quelques minutes, que ça fait assez de temps qu'ils doivent être arrivés. Mais malheureusement, John Funnell, le pilote d'avion qui servait à faire la communication, leur apprend la terrible nouvelle que le gouvernement a décidé de mettre une interdiction de vol au volcan et qu'aucune équipe de secours n'était en route. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont même demandé aux 3 pilotes d'hélicoptère que s'ils ramenaient des survivants, fallait qu'ils les ramènent à l'aéroport et pas à l'hôpital parce qu'eux n'avaient pas l'autorisation d'atterrir sur l'hôpital. Mais les 3 pilotes d'hélicoptère se sont un peu foutus des règles rendues là. C'est une question de vie ou de mort. Et dans des cas de brûlure, chaque seconde, chaque minute compte. Fait qu'ils sont allés directement à l'hôpital. Ils n'ont pas été à l'aéroport. Ça a été la meilleure décision qu'ils auraient pu prendre là, pour essayer de sauver ces gens-là. Fait qu'en fait, la seule aide officielle qu'il y a eu, c'est un bateau de la garde côtière qui est allé à la rencontre du bateau Phoenix, qui avait le groupe de survivants de Kelsey et de Brian avec ses 4 passagers d'hélicoptère. Et ils ont déposé 2 paramédics pour essayer de soigner les gens ou d'apaiser leur souffrance le temps qu'ils se rendent jusqu'à l'hôpital. Comme j'ai dit un peu plus tôt, après le départ du bateau Phoenix qui avait le groupe de Kelsey et le départ du bateau Tepuya qui avait Jesse Langford dedans, il restait encore environ une vingtaine de personnes sur l'île. Et de ces 20 personnes-là qui restaient sur l'île, seulement 12 ont pu être secourues par les 3 hélicoptères. Les 8 autres personnes étaient décédées soit sur le coup ou de leurs blessures. C'est vers 16h07 que les 3 hélicoptères sont arrivés au continent à peu près en même temps que le bateau Phoenix accostait. Malgré qu'il restait les 8 corps sur le volcan, ça a pris 4 jours avant que l'armée se déplace pour aller récupérer les corps. Et là, cette décision d'avoir décidé d'attendre 4 jours avant d'aller récupérer les corps, ça n'a pas passé auprès de tout le monde. Entre autres, les pilotes d'hélicoptères disaient qu'il était beaucoup trop prudent de prendre cette décision-là parce que les conditions étaient rendues belles, l'éruption était terminée, que ça pouvait être un vol d'1h30 max, aller chercher les corps, ramener les corps, et que c'était quelque chose qui était vraiment important pour les familles d'avoir accès au corps de leurs proches pour pouvoir faire leur deuil, pour pouvoir faire les funérailles. Et là, malheureusement, quelques temps après ça, il y a eu une grosse pluie qui a fait que tout le nuage de poussière est comme devenu une boue et il y a 2 des 8 corps qui ont été dirigés vers la mer puis on ne les a jamais retrouvés. Et là, tantôt, je vous disais que dans des cas de blessure, c'est super important d'aller rapidement être soigné. C'est une question comme la première heure, c'est l'heure la plus importante pour recevoir les soins. Sinon, ça peut vraiment dégrader rapidement pour l'état de santé des personnes. Et malgré beaucoup de gens qui ont réussi à être secourus, il y en a quand même 13 qui vont avoir décédé de leurs blessures. Soit 3 des personnes qui vont avoir été secourues par bateau, qui vont finalement décéder de leurs blessures, et 10 personnes des 12 personnes secourues par hélicoptère qui vont décéder de leurs blessures. Et suivant cet événement, on peut comprendre que l'accès à l'île, l'accès au volcan va être complètement fermé. Il n'y a plus personne qui a le droit d'y aller. Les seules personnes qui sont allées depuis, c'est l'armée pour aller récupérer les corps. Et sinon, un groupe d'une vingtaine de personnes, quelques jours plus tard, qui sont allées pour déposer une plaque commémorative par rapport aux personnes qui sont décédées. Et là, suivant tout cet événement-là, il y a le WorkSafe de la Nouvelle-Zélande qui a porté des accusations envers 13 parties pour atteinte à la santé et à la sécurité. Et le WorkSafe, j'ai fait des petites recherches, ça correspond un peu à la CNSST ici, fait que
organisme qui protège pour la santé et la sécurité des travailleurs. Mais le 26 août 2021, les 13 parties ont plaidé non coupables à l'atteinte à la santé et la sécurité. Fait que les 13 parties, on a White Island Tour Limited, qui est la compagnie qui organisait les visites guidées par bateau. On a Volcanic Air Safaris Limited, qui est la compagnie qui organisait les visites guidées par hélicoptère. On a aussi Aerius Limited, une autre compagnie qui faisait des visites guidées par hélicoptère, même si eux, il n'y avait pas eu de visite cette journée-là. Il y a aussi KUNZ Limited, une autre compagnie qui faisait aussi des tours d'hélicoptère, même s'il n'y en avait pas eu à cet endroit-là, cette journée-là. Puis pourquoi eux aussi ont été accusés? Ben, entre autres, c'est parce que même si c'était pas arrivé une journée que eux étaient là, le WorkSafe, là, comme le CNSST, disait que malgré que c'est pas arrivé cette journée-là, ils ont quand même mis à risque leurs employés ou des touristes au travers de leur tour, parce que ça aurait pu arriver à un autre moment. On a aussi appris que les 3 compagnies d'hélicoptères, de visites guidées d'hélicoptères, n'étaient pas enregistrées comme des opérateurs aventure. En tout cas, c'est le terme en anglais, c'est Adventure Operator, puis que ben, c'était un titre qui aurait dû peut-être être inscrit parce que la compagnie qui faisait les visites guidées par bateau, eux, devaient être enregistrés pour pouvoir faire les visites sur le volcan. Il y a aussi une autre compagnie, la In-Flight Charters Limited, qui est dans les personnes accusées, même si eux aussi n'avaient pas de gens la journée même sur le volcan. Cette compagnie-là, le 31 mai 2022, ils ont décidé de plaider coupable aux accusations de santé et sécurité. Ils ont été condamnés à payer des amendes de 227 500 $ et des frais de poursuite de 40 000 $. Il y a aussi la compagnie ID Tours New Zealand Limited. Ça, c'est la compagnie, c'est comme une agence qui a mis en relation le bateau de croisière et la compagnie qui avait fait la visite guidée par bateau. Fait qu'eux aussi ont été accusés. Sinon, il y a Turanga Tourism Service Limited, qui est une autre compagnie touristique, mais qui n'avait pas nécessairement de gens cette journée-là sur le volcan. Sinon, on a aussi le GNS Science, qui est l'organisme qui s'occupe de faire la surveillance du volcan, ceux qui ont les caméras et les capteurs sur le volcan. Mais pour eux, pour GNS Science, les accusations ont été abandonnées. Le juge a dit que ça avait pas lieu d'être envers eux, puis Workplace ont accepté de les retirer. Il y a aussi eu l'Agence nationale de la gestion des urgences. Ça aussi, les charges ont été arrêtées, là. Ils n'ont pas été poursuivis finalement. C'est comme l'équipe de secouristes. T'sais, oui, il aurait peut-être pu envoyer des secouristes. On peut débattre sur ce point-là, mais c'est pas eux qui ont causé qu'il y avait des gens sur le volcan. Fait que bref, les charges ont été abandonnées. Sinon, il y a aussi la compagnie Wakari Management, qui est la compagnie en fait propriétaire du volcan de l'île. Et sinon, il y a aussi les 3 propriétaires directement qui ont été accusés, soit Andrew, James et Peter Butler, qui sont les propriétaires de Wakari Management ou qui sont propriétaires du volcan en question. À part la compagnie qui a plaidé coupable, ou les autres que leurs charges ont été abandonnées, ben toutes les autres, le procès n'a pas eu encore lieu, ça va avoir lieu en juillet 2023. Sinon, en avril 2020, il y a aussi les passagers du bateau de croisière de Ovation of the Sea qui ont décidé de poursuivre la compagnie de croisière qui s'occupe de ce bateau-là, qui est le Royal Caribbean International. Les passagers survivants du volcan disent que oui, ils étaient au courant que c'était une visite d'un volcan, que le volcan était actif, mais que jamais ils ont été mis au courant que ça allait être une visite du cratère directement et jamais ils ont été mis au courant du niveau de dangerosité de la visite. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que les gens devraient être reconnus coupables ou pas? Puis si oui, qui? Quelle compagnie? Vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que, tu sais, veut pas, c'est quand même une catastrophe naturelle, dans le sens que même l'équipe qui monitorait le volcan, la compagnie qui monitore le volcan, ben même eux, ils n'ont pas été capables de prévenir l'éruption. Si jamais vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire des survivants, il y a une des survivantes qui s'appelle Stephanie Browritt qui est sur TikTok puis qui documente toute sa guérison. Elle a entre autres dû enlever ses bandages de compression, genre il y a à peine quelques mois. Puis ça veut dire qu'elle les a gardés 2-3 ans. Sinon, moi aussi je suis sur TikTok, si jamais ça vous tente d'aller me suivre, mon handle c'est coralie.saint-georges. Et le même handle pour Instagram. Et si vous êtes intéressé par les histoires de survie, les histoires troublantes comme ça, je vous recommande ma vidéo que j'ai faite sur les 12 ados qui ont été pris dans une grotte inondée pendant presque 3 semaines et qui ont dû être secourus par des plongeurs professionnels. C'est super intéressant, je vous la mets juste ici. Puis sinon, ben nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!